Chers amis, bonjour. Grâce aux moyens modernes, nous allons pouvoir communiquer et je vais vous faire une proposition de conférence dans 3 directions. La première, quel était le bilan, la situation de l'université et de la recherche jusqu'en 1985? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est la grande découverte que j'ai faite? Et troisièmement, je vais essayer de définir un crime qui était passé totalement inaperçu. C'est le meurtre de la mémoire que j'ai appelé mémoricide. Alors la situation jusqu'en 1985 au sein de l'université française était très simple. On ne pouvait pas travailler la matière de la Vendée faute de documents qu'on appelle de première main. C'était un discours qui était très ancien et qui, au niveau de l'université, avait commencé sous Louis-Philippe Ier. Il avait été acté et en fait, personne n'avait remis ça en question et je devrais dire aussi bien au niveau de l'université que des descendants tant des bourreaux que des victimes. Et en fait, tout le monde s'était accordé pour ne voir en la Vendée qu'une guerre civile avec des atrocités de part et d'autre, atrocités qui s'équilibraient tant au niveau de la violence qu'au niveau du nombre de victimes. Un universitaire qui s'appelle Jean Meyer, qui est un Alsacien, un malgré nous, et tout ça c'est très important, qui a été recruté par les armées allemandes et qui a fait la guerre sur le front de l'Est, qui a réussi à s'enfuir du côté des Soviétiques, puis après il est allé se réfugier chez les Anglais, chez les Américains, et a terminé sergent-chef de l'armée française. Universitaire brillant, agrégé, il est affecté au lycée Clémenceau à Nantes. Et là, nous sommes dans les années 50, il va décider de faire sa thèse sur la noblesse bretonne. Alors nous sommes en 1950, il n'y a pas encore les impôts monstrueux qui frappent les propriétaires fonciers, et en fait les châteaux se sont transmis naturellement de père en fils jusqu'à cette période, mais avec toutes les archives. Et Jean Meyer va aller comme ça de château en château, et un jour il va arriver dans un petit village juste à la frontière de la Bretagne et du Maine, à la Chapelle-Basse-Mer. Et là, il va tomber chez les descendants du médecin Mériadec Laënnec, qui est le cousin germain de René Laënnec, mondialement connu, et il va découvrir des documents du plus grand intérêt. En parlant avec le propriétaire, il va échanger avec lui et va lui poser un certain nombre de questions parce qu'il ne sait pas exactement où il se situe. Il sait qu'il est en Bretagne, la Vendée est par là, mais il ne comprend pas trop comment exactement les rapports physiques, psychologiques, culturels, géographiques, etc. Et il demande au propriétaire s'il est en Bretagne ou en Vendée. Et le propriétaire refuse de répondre à cette question, en disant qu'il n'est ni breton, ni vendéen, mais aussi, il n'est pas français. Vous imaginez la surprise de Jean Meyer qui se dit, c'est un peu étrange, ce territoire qui refuse d'être. Et en fait, en errant à travers le sud de la Loire, il va se rendre compte que c'est un comportement commun. Et comme c'est un intellectuel, il va engranger cette question pour essayer d'y répondre dans les années qui vont suivre. 30 ans plus tard, je le rencontre pour le solliciter pour un sujet de thèse. Et en parlant avec moi,
il se rend compte que je suis natif de ce village de la Chapelle-Basse-Mer. Et il me pose la même question. Quelle est votre identité? Et là, je lui explique que c'est extrêmement complexe parce que je suis breton, puisque je suis au sud de la Loire-Atlantique, mais que je suis aussi vendéen et que sur ce territoire, il y a une double identité. Alors on commence à parler et il va me proposer de faire un mémoire sur les guerres de Vendée, m'expliquant qu'au sein de l'université, il n'y a rien, et m'expliquant aussi que le discours officiel de l'université était que on ne peut pas travailler la matière Vendée, sauf en raison du manque de documents. Et là, je refuse. Je refuse parce que je me suis rendu compte, moi qui ai fait mes études sur la rive droite de la Loire, à Redon, qu'à chaque fois que je quitte mon territoire, je suis vu comme un sot-breton, c'est la formule, comme un Vendéen arriéré, traite à la patrie, tout ça a beaucoup évolué en l'espace de 30 ans, et que je suis très très mal perçu en tant que brito vendéen. Et bien entendu, je refuse sa proposition de mémoire. Il comprend que je ne vais pas céder, mais il comprend aussi que je suis un universitaire, donc un technicien. Et il va biaiser. Et il va me proposer de faire un travail exclusivement sur les archives pour voir si oui ou non il y a un stock d'archives et si ce stock d'archives est exploitable par l'université. Là, bien entendu, comme c'est une question technique, je vais répondre favorablement. Alors reste bien entendu le problème du champ opératoire, c'est-à-dire comment un jeune universitaire sans méthode, je dirais, qui doit créer la matière, va-t-il répondre à cette question qui est une question de fond? Alors il y a deux solutions. Soit je vais embrasser les 770 communes qui constituent le territoire de la Vendée militaire, soit je vais faire un carottage. Et si on retient cette deuxième approche, quelle est la commune que je dois travailler? Bien entendu, évidemment, en raison de mon manque de technique, je ne peux pas travailler sur les 770 communes. Et je me dois de travailler sur une commune. Alors, quelle commune? Et là, c'est tout le génie de Jean Meyer qui décide, comme je suis natif de la Chapelle-Basse-Mer, de travailler sur la Chapelle-Basse-Mer. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se produire puisque nous sommes en 1981 et on va s'apercevoir que la mémoire populaire, elle est intacte. Et je vais aller comme ça, de maison en maison, de la cure à la maison de retraite, et tout le monde se souvient parfaitement de ce qu'a été ce qu'ils appellent la Grande Guerre. Et la population se rappelle que c'est l'armée française qui est venue, et les dates sont précises, les 10 et 17 mars 1794, c'est l'armée française qui a massacré massivement la population, et on se rappelle que c'est principalement les femmes, les enfants et les vieillards qui ont été massacrés. Et la deuxième chose que la population retient, c'est que une grande partie de l'habitat a été détruit. Ça, c'est l'approche, je fais à peu près 1000 heures d'interview, et puis ensuite, je vais de maison en maison faire le collectage de documents.
Et en fait, il y a deux catégories de documents. Les documents privés, qui sont chez les particuliers, ou dans les structures religieuses, et notamment au sein de la paroisse. La chance que j'ai eue, c'est que le curé titulaire de la paroisse, l'abbé Harley, avait été nommé dans les années 50. Il connaissait parfaitement la population et il m'a envoyé comme ça dans des lieux extrêmement ciblés. Puis les archives publiques déposées au sein de la mairie, au sein des structures départementales, les archives nationales, les archives militaires. Alors au niveau de la commune, j'étais par hasard très bien servi parce que le traitement des archives localement était assez curieux. C'est-à-dire que lorsque on devait archiver les documents, on les prenait pêle-mêle et on les jetait dans un grenier. Ce qui fait que moi je suis arrivé dans un grenier regorgeant de documents non triés et extrêmement protégés. Donc j'ai commencé le collectage et là je vais découvrir des documents exceptionnels et notamment deux qui vont matérialiser le souvenir très précis de la population, tant au niveau démographique qu'au niveau matériel. Alors au niveau démographique, je vais découvrir au sein des archives municipales, dans le grenier, le registre clandestin du recteur Pierre-Marie Robin. Alors quelques mots sur cet homme exceptionnel. Il est natif de la Chapelle-Basse-Mer, c'est un lettré. Conformément au droit canon, il est affecté aux pèlerins, la paroisse de Fouché. Il va s'imposer, mais au début de la Révolution, il va être menacé et il va choisir de revenir au sein de sa famille, chercher, comme il l'écrit, la paix et la sécurité. Nous sommes au début 90. Et là, il va raconter, dans le cadre d'un registre, ce qui s'est passé localement. Comme le prêtre titulaire de la paroisse refuse de prêter serment, il est obligé de partir et va trouver d'ailleurs un lieu de refuge à Cadix, en Espagne. Et le nouveau prêtre qui a prêté serment à la Chapelle-Basse-Mer, l'abbé Capron, est absolument hostile à la population. Et très rapidement, il va s'opposer à cette population qui va le voir comme un traître. Conséquence, le recteur Pierre-Marie Robin va se substituer à ce prêtre qui a prêté serment et il va entretenir le registre paroissial. Tant et si bien que nous avons une liste plutôt très précise sur le nombre d'habitants qui a été massacré. Alors malheureusement, une partie de ce registre a disparu, mais nous savons qu'il était constitué de 800 noms. Et en étudiant ces 800 noms, je me suis rendu compte que 80% des gens massacrés étaient des femmes, des enfants et des vieillards. Ça veut dire que ce document traduisait bien précisément le souvenir qu'avaient les habitants de ce qui s'était passé. Au niveau de l'habitat, je vais découvrir un document extraordinaire aux archives de Nantes. C'est la liste précise de l'habitat détruit. Nous avons le nombre, 361. Nous avons la valeur de l'habitat détruit, la valeur de l'habitat reconstruit, mais nous avons aussi le cadastre de 1808, qui est un cadastre très précis pour des raisons évidentes. Et donc nous allons avoir d'autres chiffres tout aussi précis, c'est-à-dire le nombre de maisons qui existaient au moment de la destruction, et on va se rendre compte, en faisant les rapports,
que c'est plus du tiers de l'habitat qui a été détruit, mais aussi que c'est principalement l'habitat situé au sein des gros bourgs et des hameaux qui a été dévasté. Et le deuxième chiffre que nous allons pouvoir reconstituer, c'est la valeur relative de l'habitat détruit par rapport à l'habitat existant. Et ça va correspondre à ce que la population se souvenait, c'est-à-dire que c'était principalement les bourgs et les hameaux qui avaient été frappés par cette terreur. Les dates ont été aussi enregistrées les 10 et 17 mars 1794. Et la population locale se souvenait que c'était l'armée française qui les avait frappés au cœur. Lorsque j'ai soutenu ma thèse, la stupeur des membres du jury a été telle qu'ils m'ont demandé d'extrapoler non pas les résultats auxquels j'étais arrivé avec la chapelle Basse-Mer, mais avec la méthode. À chaque sujet d'histoire, il y a des méthodes spécifiques. Et en fait, ils m'ont demandé de répondre à 4 grandes questions. Qui avait fait ça? Et donc, pourquoi il l'avait fait? Et on me demandait d'essayer d'établir la chaîne des responsabilités pour savoir qui avait été le commanditaire. La deuxième chose, sur l'ensemble de la Vendée militaire, essayer, comme je l'avais fait à la chapelle Basse-Mer, d'évaluer le nombre des victimes et d'évaluer, bien entendu, le nombre de l'habitat disparu. Troisièmement, essayer de comprendre la mécanique du meurtre. Est-ce qu'il y avait eu simplement que l'armée française qui avait massacré, ou est-ce qu'elle était secondée, ou elle-même secondait un autre système? Et puis quatrième problème, combien de temps avait duré ce massacre? Dans ce cadre-là, nous n'étions pas du tout dans une réflexion liée à un génocide. On était toujours prisonnier de ce concept de guerre civile. Alors, si on veut reconstituer la chaîne opérationnelle, il faut bien entendu aller aux archives où les différentes structures avaient déposé leurs documents. Et en fait, 3 principales sont à noter. Pour commencer, les archives départementales et les archives nationales. Ensuite, les archives militaires. C'était un travail immense, d'autant plus que bon nombre de documents avaient été mal classés et deuxièmement, pour des raisons de circonstances, n'avaient pas été reconstitués dans leur intégralité. Quelques mots là-dessus. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'existait ni le trombone, ni d'autres possibilités pour lier les documents, si bien que lorsque ces documents ont été archivés, même s'ils appartenaient à la même liasse, ils étaient éclatés, sans rapport les uns avec les autres. Et c'est grâce aux moyens modernes, et notamment au numérique, que nous avons pu reconstituer les liasses, et bien entendu qu'on a pu donner un sens
à ces documents. Très rapidement, nous nous sommes rendus compte que ce qui était important dans cette reconstitution, c'était la chronologie des événements. Et une fois qu'on avait ancré ces documents dans la chronologie, on pouvait ainsi reconstituer l'histoire franchement, froidement. En fait, lorsque les Vendéens s'insurgent, et je tiens à dire que ce n'est pas du tout une spécificité vendéenne que cette insurrection, puisque à l'heure actuelle, et tous les historiens sont d'accord à ce sujet, c'est grosso modo 70% de la France qui s'insurge que contre l'État. Alors pourquoi? Pour une raison tout à fait simple. C'est que la Révolution française veut créer l'homme nouveau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Un, on doit tuer l'homme ancien et on doit imposer cet homme nouveau. Et on doit l'imposer malgré tout. Qui plus est, la Révolution française est une révolution une, indivisible, mais aussi qui se veut mondiale. Et donc très tôt, la France va imaginer imposer cette révolution par la force au monde, en l'occurrence l'Europe. Elle a cru pendant un certain temps que les peuples subjugués par les droits de l'homme allaient se donner à la France. Un certain nombre de territoires circonvoisins l'ont fait. Mais lorsque la France est arrivée sur ces territoires, elle s'est imposée violemment, ne respectant ni les hommes, ni les biens. Si bien que les populations se sont insurgées, ont repoussé au sein de leur territoire les Français, ont appelé au secours leurs seigneurs et leurs rois pour qu'ils les défendent contre ce totalitarisme français. Si bien que la France n'a pas eu d'autre solution que de déclarer la guerre au reste de l'Europe. Et comme l'armée française est une armée puissante, structurée, c'est l'armée d'Ancien Régime, elle va gagner un certain nombre de batailles et va commencer à conquérir l'Europe. Bien entendu, les souverains étrangers vont réagir, vont prendre les armes, vont s'organiser et vont repousser les Français, si bien que, d'envahisseurs, les Français vont devenir les envahis. Et ils vont être obligés de s'armer et de recruter des soldats. C'est ce qu'on appelle la loi Jourdan, la conscription des 300 000 âmes. Bien entendu, lorsque les conscrits sont appelés sous les drapeaux, ils vont se poser trois questions. La première, si je pars, qui va défendre ma famille contre le totalitarisme local et le totalitarisme national? D'autant plus que le représentant de l'État, c'est-à-dire le maire, qui est un fonctionnaire à l'époque, est exempté du service militaire et il va continuer, voire amplifier, la répression locale. Deuxième question que se posent ces gens, je vais moi-même être obligé de pourchasser en tant que gendarme ceux-là même que je veux défendre. Et puis troisièmement, pourquoi irais-je défendre aux frontières un régime qui est un régime de nature mortifère? Donc ils n'ont pas d'autre choix que de dire non
à la conscription. Et le seul fait de dire non à la conscription, ils deviennent hors la loi. Je répète, ce n'est pas du tout une spécificité vendéenne, c'est quelque chose que nous retrouvons sur l'ensemble du territoire national. Alors, quelle est la spécificité de la Vendée? En fait, elle est double. Premièrement, il n'y a pas, sur ce territoire qui va de Paimboeuf à Angers, d'Angers à Parthenay, de Parthenay au Sables-d'Olonne, de grandes villes. S'il n'y a pas de grandes villes, ça veut dire qu'il n'y a pas de garnison, c'est-à-dire de force de réaction, de force publique de répression. Et la deuxième spécificité, c'est qu'il n'y a pas de grande route, il n'y a pas de grand chemin, et que c'est un pays de bocage. Ces deux spécificités vont permettre aux Vendéens de résister face à une armée de métier qui a besoin, bien entendu, pour œuvrer d'espace et pour accéder à ces espaces de grandes routes. Et puis la deuxième chose dont a besoin cette armée, c'est un terrain de repli, forteresse, château, etc., qu'elle ne va pas trouver, sauf dans les villes périphériques, c'est-à-dire Nantes, Angers, Poitiers et les Sables-d'Olonne. Ça, c'est vraiment la spécificité de la Vendée militaire. Il y a une troisième spécificité qu'il ne faut pas oublier, c'est le nombre d'habitants. La Vendée militaire, en 1789, a 815 000 habitants, donc une population nombreuse, la population nationale étant de 28 millions. C'est une population de paysans. C'est une population riche, contrairement à ce qu'ont pu dire les marxistes. Et c'est ce qui explique ce qui va se passer au moment de l'insurrection. Donc, dans un premier temps, la Vendée, c'est une guerre civile. Avec tout de même deux spécificités. C'est une guerre populaire et spontanée. Populaire parce que c'est vraiment le peuple qui décide en son âme et conscience de se soulever contre un régime qu'elle considère comme totalitaire. Et d'ailleurs, ce qui est très important à rappeler, c'est que dans un premier temps, il n'y a eu absolument aucun noble qui spontanément se soit mis à la tête des Vendéens insurgés. Que ce soit Charette, Bonchamp, La Roche-Jacquelin, etc., nous n'avons aucun exemple de noble qui ait fait cette démarche. Tous les futurs chefs nobles vendéens, sans aucune exception, ont été forcés à se mettre à la tête des Vendéens. La deuxième chose, c'est vraiment un mouvement spontané que l'on retrouve à travers toute la Vendée militaire, je dirais quasiment le même jour, c'est-à-dire au moment de la conscription. C'est un peuple de paysans, un peuple pragmatique, un peuple riche, un peuple organisé, ne serait-ce que au sein des paroisses, parce que sous l'Ancien Régime, il y a une structure administrative qui s'appelle la fabrique. Et bien entendu, ces traditions d'organisation, de gestion, vont être mises en commun pour l'œuvre insurrectionnelle. Les Vendéens vont faire deux choses. La première, ils vont
éloigner physiquement de la Vendée militaire tous leurs ennemis potentiels, c'est-à-dire les maires qui sont patriotes, ils ne sont pas tous patriotes, les prêtres constitutionnels, puis la deuxième chose, ils vont s'organiser en conséquence. C'est une organisation pragmatique, c'est-à-dire que dès le début, on va diviser la population en trois groupes. Le premier groupe, c'est-à-dire les femmes, les enfants et les vieillards, comme on a fait en 14-18 au niveau national, vont être chargés de la reproduction, de l'entretien du sol. Le deuxième groupe, les jeunes, vont servir à la protection militaire de la paroisse. Et le troisième groupe va aller grossir les rangs de l'armée vendéenne. Alors, dans un premier temps, on ne sait pas exactement combien on est. On ne sait pas non plus ce qu'il faut faire. Mais la force des événements va s'imposer, va donner une ligne de conduite. Et une fois qu'on s'est emparé de cet immense territoire, on va décider de faire tomber l'ennemi qui, lui, se situe à Paris. Et donc, on va prendre les armes, composer une armée et essayer d'atteindre Paris. En fait, la bataille de Saumur va tout changer. La bataille de Saumur parce que, pour la première fois, les Vendéens vont se heurter à une garnison nombreuse, bien armée, qu'ils vont vaincre. Mais ils vont en tirer deux conclusions. La première, plus ils s'éloignent de leur territoire, plus ils sont fragiles. Deuxièmement, plus ils s'éloignent, moins ils sont nombreux et moins ils peuvent faire face aux événements. Et puis la tendance ne suit pas. Donc ils vont changer de stratégie en partant du principe d'ailleurs qu'il faut un chef unique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le mouvement de la Vendée est un mouvement populaire. Et c'est pour ça que le premier généralissime va être issu du peuple, c'est Jacques Catulino. C'est un homme fin, un homme habile, et lui, il va partir du principe que l'union fait la force. Et il va décider d'essayer d'unir la Bretagne, rive droite, et la Vendée militaire, rive gauche. Et c'est pour ça qu'ils vont attaquer Nantes. Nantes aurait dû tomber, et c'est vraiment le hasard d'une balle qui va faire que Catulino va être mortellement blessé, il va mourir d'ailleurs le 14 juillet, et Nantes ne sera pas prise. Ça veut dire qu'il n'y aura pas la jonction du nord et du sud, de la rive gauche, avec la rive droite de la Loire. Mais ce qui s'est passé à Nantes va beaucoup marquer les Parisiens, et notamment le comité de salut public. Ce comité va se réunir le 26 juillet 1793. Officiellement, Robespierre n'est pas élu, mais nous savons qu'il siège. Et là, le comité de salut public, en conscience partagée, vont décider 4 choses. La première, c'est de diviser la population en 2 lots. D'un côté, les femmes, les enfants et les vieillards que l'on déporte. De l'autre, tout le reste d'habitants qui doit être exterminé. La deuxième chose que l'on décide, et que ce comité décide,
c'est de brûler la Vendée. C'est la politique de la terre brûlée. La troisième chose est de régénérer l'armée. Alors je dois reconnaître que je n'ai pas fait attention à cette décision. Mais elle est essentielle pour comprendre la suite des événements. Parce que l'armée de juillet 1793, c'est encore l'armée d'Ancien Régime, avec des officiers catholiques qui vont potentiellement refuser d'appliquer à l'encontre de leurs frères cette politique de déportation et d'extermination. Les grands héros de cette période, ce sont tous ceux qui disent non. Alors, aucune étude n'a été faite à leur sujet, mais la plupart ont été massacrés. On a des exemples précis d'officiers qui ont préféré aller à la guillotine plutôt que d'exterminer leurs frères. Et puis on va fixer une échéance. Mais le comité de salut public veut que cette décision émane de l'Assemblée nationale, la Convention. Et il va rédiger la loi, j'ai retrouvé l'original, manuscrit, et il va la faire voter le 1er août 1793 par l'Assemblée nationale. Je tiens à préciser que la décision du comité de salut public, et ils le disent, doit commencer à être exécutée le jour même de la décision, c'est-à-dire le 26 juillet. Très rapidement, le comité de salut public, les commissaires de la République, les fonctionnaires locaux, vont se rendre compte que plus on essaie d'arracher les femmes, les enfants et les vieillards pour les déporter, plus les Vendéens résistent. Donc ils vont voter un avenant à cette loi du 1er août en date du 1er octobre 1793. En fait, on ne fait plus de distinction entre les femmes, les enfants et les vieillards, et on décide d'exterminer tout le monde, ce monde que l'on appelle brigands, c'est-à-dire ceux qui refusent la loi. L'extermination et l'anéantissement de la Vendée est une décision légale. Et d'ailleurs, c'est le seul exemple de crime de cette nature qui a été voté par une assemblée nationale, par le peuple souverain. Alors une fois que l'on a pris cette décision, le problème est de savoir comment on va œuvrer. Et en fait, j'ai fait la distinction entre deux grandes étapes. La première étape, c'est ce que j'appelle l'étape scientiste. Nous sommes en pleine découverte de la loi et on va décider de mettre la science au service de ce meurtre de masse. Et pour ce faire, on va penser utiliser trois grands moyens. Toutes les idées les plus folles sont avancées. Et on a le premier moyen avancé par un député parisien qui s'appelle Fourcroy, qui est le père de ce crime. C'est le premier à l'avoir pensé, à ma connaissance. Et d'ailleurs, la ville de Paris lui rend un hommage solennel toujours à l'heure actuelle, en lui ayant érigé une statue que l'on peut voir dans une des niches de l'hôtel de ville de Paris, en lui ayant donné un nom de rue. C'est Fourcroy, le chimiste Fourcroy.
celui-ci décide de gazer cette population. Alors on ne maîtrise pas bien entendu le gaz, et on va faire des expériences, et on ne va pas trouver de gaz efficace. Un certain nombre de savants locaux, je pense à Proust, qui est un pharmacien à Angers, vont avoir ou vont reprendre à leur compte cette idée, vont faire des expériences, en l'occurrence pour Proust, au Pont de C, sur des moutons. On a le rapport qui dit que ni les moutons ni les conventionnels présents n'ont été incommodés. Donc c'est l'échec au gaz. Le deuxième moyen, c'est la mine antipersonnelle. Il semblerait qu'on la mette en œuvre, cette solution, mais le problème d'aujourd'hui est aussi le problème d'hier, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas la solution pour répondre, pour créer la mine intelligente qui va exploser sous le mauvais. Troisième solution, c'est l'empoisonnement de masse à partir de l'eau, de l'alcool et du pain. C'est très simple, on l'empoisonne notamment avec de l'arsenic, on laisse ça à la population et la population s'auto-empoisonne. En fait, on se rend compte que c'est extrêmement dangereux parce qu'à l'époque on n'a pas l'ordinateur, on n'a pas la cartographie, etc. Tant et si bien qu'on ne sait pas exactement là où sont les zones empoisonnées. Puis il y a le problème, bien entendu, que si on empoisonne les fleuves avec les affluents, etc., eh bien c'est tout le pays qui est empoisonné, et bien entendu cet empoisonnement peut toucher les troupes républicaines. Alors, on se dit que tout de même, il faut trouver des solutions, et c'est pour ça que je parle de proto-industrialisation, c'est-à-dire que l'on va mettre en œuvre des moyens artisanaux à grande échelle. On va en retenir 6 principalement, que l'on va retrouver sur l'ensemble du territoire de la Vendée militaire. Celui qu'on va utiliser le plus massivement est bien entendu le feu. On brûle les campagnes, mais on brûle aussi les maisons, les églises, etc. Maisons, églises dans lesquelles on a enfermé des habitants. L'exemple le plus célèbre est celui du Petit Luc, où plusieurs centaines d'habitants ont été enfermés dans l'église paroissiale du Petit Luc et brûlés vifs. C'est le cas, par exemple, à la chapelle Basse-Mère, à la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, qui est en voie de restauration, où 80 habitants ont été brûlés vifs. C'est le cas d'un certain nombre de bourgs qui ont été ceinturés par le feu. On a des exemples, là encore, à la chapelle Basse-Mère, au Luxembourg-Boulogne, etc. Et les maisons brûlent et les habitants ne peuvent pas s'échapper parce que ce feu est ceinturé par l'armée en armes qui tire sur tout ce qui franchit cette barrière de feu. La deuxième solution est la décapitation. Évidemment, lorsqu'on pense à la décapitation, on pense à la guillotine. Mais il n'y a pas eu que la guillotine. Il y a eu bien entendu le sabre, le couteau, etc. La troisième solution, qui est elle aussi assez connue, ce sont les noyades. Alors dès qu'on parle de noyades, on pense aux noyades industrielles de Carrier à Nantes. En fait, il y a eu partout des noyades, que ce soit des noyades individuelles, par deux, c'est ce qu'on appelle les noyades républicaines, ou par groupe, certains pouvant aller jusqu'à 800 000 personnes d'un seul coup. Et on noie partout, dans le puits, dans la mare, dans la rivière, et bien entendu dans le fleuve. Et ce qu'a fait Carrier à Nantes, c'est exactement ce qu'a fait Carrier à Francastel.
excusez-moi, c'est exactement ce qu'a fait le Franc Castel à Angers. C'est exactement la même chose. Quatrième solution, c'est l'exécution par balle. Cinquième solution, c'est l'éclatement des crânes à coups de masse, de crosse, etc. Et puis sixième solution, c'est ce qu'on appelle le sabrage, c'est-à-dire que l'on sabre les gens, là aussi, en file indienne. Alors parallèlement, il y a un certain nombre de méthodes qui ont été retenues. Je pense par exemple à l'enfumage. C'est le cas à Chantosso, où on a mis un certain nombre d'habitants dans une grotte et on les a enfumés en brûlant de l'herbe humide. En la matière, on a fait preuve d'une imagination qu'on ne peut pas imaginer de nos jours. C'est vraiment un système de masse d'extermination. Et puis parallèlement, on va brûler le pays, mais rapidement, on va soulever la question de fond du coût. C'est-à-dire que cette politique d'extermination et d'anéantissement a un coût. Et la première question qu'on soulève, qui doit payer ce meurtre de masse? Et on va répondre à cette question très simplement, en partant du principe que ce sont aux criminels qui sont anti-révolutionnaires de payer eux-mêmes leur extermination. Alors comment faire payer aux Vendéens? Alors évidemment, la solution, c'est l'impôt. C'est-à-dire qu'on lève un impôt fort, cet impôt payé par les Vendéens devant servir à leur massacre. Le problème, c'est que l'impôt n'est plus levé. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et la première solution, dans ce contexte, va être la nationalisation de tout le territoire de la Vendée en partant du principe qu'on revendra ces terres par la suite pour renflouer le trésor public. Mais il y a l'urgence des circonstances. Et donc on va décider de faire payer individuellement l'extermination à chaque habitant de la Vendée. Et là encore, on a retenu toutes les solutions. Premièrement, en lui prenant son argent, ses bijoux, en fait tout ce qu'il a sur lui. Deuxièmement, en lui arrachant ses vêtements, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on tue les Vendéens nus, c'est pas une mesure de vexation, contrairement à ce que je peux lire, c'est une mesure pour vendre, si possible d'ailleurs, des vêtements en bon état. C'est pour ça qu'on les retire avant le massacre, plutôt qu'après, parce qu'après ils seraient troués, tachés, etc. Troisième solution, c'est tout ce que le Vendéen possède naturellement, c'est-à-dire les cheveux, les dents, la peau, bien entendu la graisse. On a des récits incroyables de fonte de graisse, etc. Les témoignages de l'époque sont si incroyables qu'on ne les a pas pris au sérieux. Et on a eu tort. Parce que d'autres régimes, plus tard, pour les mêmes raisons, que ce soit les régimes léniniens, staliniens, hitlériens, etc., vont utiliser les mêmes méthodes, mais pour les mêmes raisons. Souvenons-nous de l'affaire de Tiananmen, où le monde scandalisé va découvrir que le gouvernement chinois va faire payer la balle pour exécuter le Chinois qui s'est insurgé, 120 francs, 18 € par la famille.
Donc c'est une tradition dans ces régimes de nature criminelle. Alors une fois qu'on a dit tout cela, est-ce qu'il y a eu une planification? Et s'il y a eu une planification, combien de temps a-t-elle duré? Personnellement, j'ai reconstitué 4 grands plans. 3 qui sont issus directement du comité de salut public et un qui émane du général Turreau, chef des armées de l'Ouest. Le premier plan date de juillet, du 26 juillet 1793. C'est un plan très simple qui s'appuie à la fois sur les effectifs de l'armée et deuxièmement de la nature, de la géographie de la Vendée militaire. Si nous étudions cette carte de la Vendée militaire, au nord vous avez la Loire, qui à l'époque un fleuve très large, infranchissable. Les seuls ponts que vous ayez sur ce fleuve sont à Nantes et à Angers. Et puis à l'ouest, vous avez l'océan Atlantique. Et l'idée des révolutionnaires, c'est d'empêcher la population de franchir la Loire, et pour ce faire, on va implanter sur le fleuve une flottille de 41 bateaux qui va avoir 2 missions principales. La première, empêcher ce qu'ils appellent le franchissement, sud-nord, nord-sud. Et deuxièmement, à partir du mois de juillet, elle-même, cette flottille, va être chargée d'exterminer les populations riveraines de la Loire. D'ailleurs, c'est ce qui explique qu'à la Chapelle-Basse-Mer, qui est mon premier travail, il y a eu autant d'habitants d'exterminés, autant d'habitats de détruits, parce que cette population a été frappée au cœur par la flottille sur la Loire et les colonnes infernales. Et donc, l'armée va se concentrer à l'est et au sud. Comme la population est barrée au nord, en avançant, elle massacre et pousse les gens vers le fleuve et l'océan où ils vont se noyer. Le problème, c'est que lorsque les habitants qui ne savent pas du tout ce qui est en train de se tramer, comprennent à partir de la mise en œuvre de cette politique, c'est-à-dire à partir du début du mois d'août, que l'on massacre massivement les femmes, les enfants et les vieillards, ils vont essayer de s'échapper et pour ce faire, ils vont franchir la Loire à Saint-Florent-le-Vieil. C'est ce qu'on appelle la virée de Galerne. Ils franchissent la Loire le 17-18 octobre 1793 et vont essayer de trouver refuge dans un port en espérant que les Anglais viendraient à leur secours. Ils sont à peu près 80 000 personnes à avoir franchi le fleuve. Cette colonne, elle est à la fois mobile, mais aussi fugitive. Elle-même, d'ailleurs, ne sait pas où elle doit se rendre. Et puis, fugitive, parce qu'elle erre dans le pays, ce qui, évidemment, stupéfie les populations de la rive droite, mais en même temps inquiète le comité de salut public. Parce qu'on se dit que si les populations qu'elle rencontre s'insurgent, et on pense notamment au Maine et à la Normandie, c'est tout l'Ouest qui peut s'insurger contre Paris. Et donc le comité de salut public va décider le 11 novembre
1793 d'exterminer ces 80 000 Vendéens en faisant appel à l'armée, et notamment une armée à l'Est, que l'on va utiliser par masse. Alors on a du mal à comprendre ce que cela signifie. En fait, par masse, c'est très simple. Il faut concentrer l'armée, et cette armée concentrée tombe massivement sur les Vendéens et les élimine définitivement. Mais il faut transférer cette armée de l'Est vers l'Ouest. Et ça va se terminer le 23 décembre par le grand massacre de Blain et de Savenay. L'extermination des Vendéens sur la rive droite de la Loire ne résout pas le problème des Vendéens de la rive gauche. Mais le comité de salut public se rend compte qu'il est dépassé par cette situation. Et il va solliciter les services du général Turreau. Alors on présente Turreau comme un type sans envergure, sans consistance, sans idée. C'est totalement faux. C'est un officier supérieur dans ce régime qui est intelligent, d'autant plus qu'il se rend compte très rapidement qu'en raison de la nature du terrain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pays de bocage, sans route, sans garnison possible, il faut changer la nature de la guerre. Et après une étude approfondie du territoire, 1 mois et demi de réflexion, il va proposer au comité de salut public une solution. Cette solution, il l'a rédigée à travers une lettre qu'il adresse aux membres du comité de salut public et que j'ai retrouvée aux archives nationales. Excusez-moi, aux archives militaires. C'est une lettre très précise. Je vous lis 2 passages. J'ai commencé l'exécution du plan que j'avais conçu de traverser la Vendée sous 12 colonnes. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera en Vendée sous 15 jours ni maison, ni habitants. C'est extrêmement précis. Et on se rend compte qu'il prend le risque de remettre en question l'utilisation de l'armée sous forme de masse, comme l'avait conçu le comité de salut public. Donc il prend le risque, s'il échoue, d'être guillotiné. Et c'est pour ça qu'il veut l'aval du comité de salut public pour la mise en œuvre de ce plan. Il attend bien entendu impatiemment la réponse du comité de salut public. Cette réponse, elle va être rédigée le 6 février 1794 par Carnot, qui est en charge du dossier de la Vendée. Et ce document, je l'ai retrouvé aux archives nationales, au Caran. Ce document est un document extrêmement précis. Je vous le lis. Tu te plains, citoyen général, de ne pas avoir reçu du comité une approbation formelle à tes mesures. Elles lui paraissent bonnes et tes intentions pures. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Carnot, au nom du comité de salut public, accepte la remise en question du plan masse, tel que le comité l'avait pensé,
pour le plan Turreau qui s'appuie sur des colonnes mobiles. D'autant plus que la finalité du plan Turreau correspond bien à la finalité du plan du Comité de salut public, c'est-à-dire l'extermination totale de la population. Nous avons retrouvé un certain nombre de rapports émanant tant des militaires que des politiques. Ces rapports sont rédigés quotidiennement en double exemplaire. Un pour le pouvoir civil, un pour l'armée, pour le ministère de la Guerre. Autant les rapports destinés aux politiques ont été détruits par la suite, autant l'essentiel des rapports envoyés aux militaires ont été conservés aux archives militaires. Et grâce à ça, nous pouvons avoir une idée à la fois des ordres donnés par les officiers supérieurs et bien entendu de la mise en œuvre du plan d'extermination et d'anéantissement. Un certain nombre de politiques, et je rappelle que Carrier, Franck Castel sont des élus, c'est-à-dire des députés, c'est-à-dire qu'ils conçoivent, votent et mettent en œuvre leur peuple politique d'extermination, c'est bien les élus qui mettent ça en œuvre. Et ils écrivent eux-mêmes, parce qu'ils représentent le comité de salut public, des rapports extrêmement précis. C'est, à titre d'exemple, pour cette raison que Carrier a rédigé la fameuse lettre sur les premières noyades qu'il fait à Nantes sur les prêtres, dans le cadre des noyades sur la Loire, ou dans la Loire. Et donc on peut suivre comme ça la mise en œuvre du plan d'extermination, d'autant plus que les victimes eux-mêmes, fracassées, et celles qui ont survécu, ont rédigé, parfois, un certain nombre d'écrits qui sont autant de témoignages et qui correspondent bien à ce qui est mis en œuvre. Là, nous sommes dans le cadre du troisième plan. Mais à partir du début du mois de mai, le comité de salut public, à la suite des rapports rédigés par les politiques, va se rendre compte que plus on tue la population, plus celle-ci s'insurge, plus il y a des dégâts au sein de l'armée, et que le plan Turreau s'avère relativement inefficace. Donc le comité de salut public va faire deux choses. Un, il va rappeler à Paris Turreau, et il va mettre en œuvre un quatrième plan d'extermination, qui lui est un plan mixte, qui va s'appuyer sur des camps de retranchement, c'est-à-dire des casernes, des espèces de casernes, d'où vont partir des colonnes mobiles. Cette politique va durer jusqu'à la loi d'amnistie du 2 décembre 1794. En clair, l'extermination et l'anéantissement de la Vendée a duré 18 mois et a été mise en œuvre par 4 plans d'extermination et d'anéantissement. Alors une fois qu'on découvre tout cela, il faut donner un mot à ce que j'ai découvert. Et comme je vis à la fin du XXe siècle, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot génocide. Alors qu'est-ce que c'est un génocide? En fait, vous avez 3 crimes de génocide. La conception, la réalisation, ou la complicité tant dans la conception que la réalisation, de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique, racial, politique ou religieux.
Et cette définition du génocide correspond parfaitement à ce qui s'est passé en Vendée. Alors peut-on utiliser ce mot rétroactivement? C'est la spécificité de ce crime. Et d'ailleurs, c'est au nom de cette rétroactivité qu'on a pu classer le meurtre de masse commis vis-à-vis des Juifs, etc., de génocide, vis-à-vis des Arméniens, de génocide, etc., même si ces crimes ont été commis avant l'énonciation ou la définition de ce crime de génocide. Une question à poser, qui est importante, est-ce que, au moment du vote et de la mise en œuvre de cette politique d'anéantissement et d'extermination, les contemporains avaient conscience de la nature spécifique de ce crime? Et là, on peut répondre positivement, parce qu'on a reçu un certain nombre de témoignages de militaires, je pense par exemple au général Danican, qui dénonce cette politique d'extermination, mais sans inventer de mots. Mais même le futur empereur Napoléon va dénoncer ce crime de masse. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il refuse son affectation en Vendée. Mais il y a eu aussi un certain nombre de politiques. Je pense par exemple au père du communisme, Gracchus Babeuf, qui lui était sidéré que le peuple souverain ait pu concevoir un tel crime. Et comme Lénine plus tard, il va chercher un mot pour définir ce crime. Et il ne va pas trouver ce mot, et il va le créer, et il va publier un livre pour dénoncer le système de dépopulation en Vendée, livre que j'ai republié par la suite au CERF et que j'ai appelé La guerre de Vendée et le système de dépopulation. Son néologisme populicide est un mot extraordinaire. Et bien entendu, c'est le mot qu'on aurait dû définir, retenir dans le cadre du droit international. Malheureusement, le comité de salut public, la convention, les politiques qui ont suivi ont tout fait pour empêcher que ce mot soit connu du grand public et donc pour empêcher que les gens découvrent la réalité de ce qui s'était fait en Vendée. Alors, une question essentielle est la suivante qu'il faut se poser. Comment cela se fait-il que 200 ans après les événements, les bourreaux soient devenus les victimes et les victimes soient devenus les bourreaux? En clair, pourquoi des gens qui sont des criminels contre l'humanité sont des héros nationaux? Je pense par exemple à Fourcroy, le père du gazage de masse. Je pense à Carnot, qui est enterré au Panthéon. Je pense à Robespierre, qui a ses noms de rue, ses noms de lycée, ses noms de stations de métro. Je pense à Barère, qui a même un mausolée, etc. C'est absolument incroyable. Et en même temps, aux yeux de l'opinion publique, en tout cas jusqu'à une période récente, et c'est ce que je disais dans le cadre d'introduction, les Vendéens étaient vus comme des traîtres à la patrie. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que cette situation est le fruit d'une évolution naturelle de l'histoire, ou il y a eu, là encore, un plan froidement conçu par certains et qui se soit imposé à tous? Alors évidemment, en termes de méthode, pour essayer de reconstituer cette filiation, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir de l'instant T, c'est-à-dire de l'an 2000, pour remonter dans le temps. Et en fait, je vais découvrir
quelque chose d'incroyable. En fait, cette manipulation de l'histoire s'inscrit dans l'acte même du génocide. Il y a un événement fondateur de cette manipulation de l'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que les Vendéens fracassés à partir du 1er août 1793, en raison de la mise en œuvre du plan d'extermination et d'anéantissement de masse conçu par le Comité de salut public, se sont sentis obligés de franchir la Loire à Saint-Florent-le-Vieil, excusez-moi. Cette traversée de la Loire s'effectue en 2 jours, 17-18 octobre 1793. Ce sont 80 000 Vendéens qui franchissent le fleuve. Et ils ont fait prisonniers 5 000 bleus. La loi de la guerre aurait dû décider les Vendéens à les exterminer, parce que ce sont des criminels, c'est la loi de la guerre. Et d'ailleurs, unanimement, ils décident de le faire. Cette nouvelle va arriver aux oreilles du général en chef de la rive gauche de la Loire, Bonchamp, qui est en train de mourir, qui est un croyant, qui sait qu'il va être jugé. Il va être jugé pour les crimes qu'il fait faire et les crimes qu'il laisse faire. Et en même temps, s'il laisse faire ce crime, individuellement, les Vendéens sont des criminels, pour lui. Donc il va demander 2 choses. 1, que l'on gracie les Vendéens, les Bleus, excusez-moi, et qu'on les libère. Et comme c'est le chef, et que ce chef va mourir, les Vendéens vont exécuter ces 2 volontés. Tant et si bien que les Vendéens vont traverser la Loire, vont partir dans le cadre de la virée de Galerne, et vont laisser sur le terrain les 5 000 terroristes bleus. Lorsque Westermann, chef d'une armée républicaine, arrive sur les lieux, il découvre ces 5 000 soldats bleus libérés, il est décontenancé. D'autant plus que ces 5 000 soldats bleus vantent la générosité des Vendéens. Et il va solliciter le Comité de salut public pour savoir ce qu'il doit faire à partir de cette situation. Et en fait, on va décider d'accélérer la politique d'extermination en partant du principe que les Vendéens, c'est la citation, n'ont pas le temps de faire des journaux et que cela s'oubliera avec le temps. Et on va faire 2 politiques, un massacre de masse sur le terrain, et on va concentrer dans le cadre du premier camp de concentration et d'extermination plusieurs milliers de Vendéens dans un espace clos qui existe toujours, au Marillet, tout près de Saint-Florent, et pendant des semaines, on va massacrer ces gens dont le crime a été leur générosité. Et à partir de là, on va mettre une politique officielle de manipulation de l'histoire, ce qui va donner, par exemple, l'affaire Barras, qui n'a absolument jamais existé, c'est-à-dire l'enfant soldat qui a été soi-disant massacré par les Vendéens. En fait, on ne sait pas du tout qui l'a tué. Bien. Et tout au long du 19e et du 20e siècle, on va mettre en œuvre une politique officielle de manipulation de l'histoire. Et le premier historien à avoir scientifiquement mis en œuvre cette politique, c'est Michelet, qui met en œuvre une politique négationniste de la réalité de ce qui s'est passé en Vendée. L'université française, notamment à partir de la création de la chaire de la Révolution française, va accentuer cette politique de manipulation de l'histoire, cette politique d'inversion, et va faire croire à l'opinion publique, qu'on ne peut pas travailler la matière de la Vendée pour des raisons que nous avons vues en introduction, faute de documents, que la guerre de Vendée a été exclusivement une guerre civile,
et que les responsables de cette guerre civile sont les Vendéens et que s'il y a eu des massacres, eh bien, ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et puis, bien entendu, on a gommé toute la politique officielle de conceptualisation et de mise en œuvre du système d'extermination et d'anéantissement. Et puis, par la suite, les politiques ont pris le relais. Je pense à Clémenceau, mais on peut citer d'autres politiques. Le dernier en date étant, bien entendu, le président Sarkozy, qui nie que la France ait mis en œuvre un système d'extermination, un génocide. Il y a bien donc un deuxième meurtre par rapport aux Vendéens. Le premier meurtre, c'est le génocide. Et le deuxième meurtre, c'est-à-dire qu'on les tue une deuxième fois, c'est l'inversion, qui n'est pas un déni, de la politique d'extermination. Alors comment appeler ça? Alors j'ai cherché en vain, dans le dictionnaire, un mot pour exprimer cette politique du meurtre de la mémoire. Et comme je n'ai pas trouvé de mot, j'ai créé ce néologisme de mémoricide. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, est-ce qu'on peut bloquer ce mémoricide? Alors, il faut distinguer le local du national. Au niveau local, les gens ont bien conscience de cette politique d'extermination et d'anéantissement. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a autant de lieux de mémoire en Vendée qui s'expriment sous des formes diverses, que ce soit des croix, ce qu'on appelle des arceaux, des chapelles. Si vous allez au Petit Luc, vous verrez la liste des 563 victimes gravées dans le marbre de la chapelle. Vous avez un certain nombre d'hommes politiques, et non des moindres, comme Philippe de Villiers, qui ont mis en œuvre une politique de reconnaissance de ce meurtre de masse, ou une politique pour mettre à la disposition du grand public, à la disposition donc, cette politique d'extermination. Le dernier grand spectacle du Puy du Fou, le dernier panache, met en avant cette politique officielle, puisque on voit bien le comité de salut public et l'Assemblée nationale voter cette loi d'extermination. C'est un spectacle extraordinaire qui est vu par 2 millions et quelques de personnes par an. Puis bien entendu, un certain nombre d'écrits qui émanent de locaux, mais qui amènent aussi des survivants de la Grande Guerre. Je pense à Madame de Bonchamp, etc. Depuis la parution de mon livre, Le génocide franco-français, la Vendée vengée et Vendée du génocide au mémoricide, a été mis en œuvre toute une politique pour préserver cette histoire et la porter à la connaissance du grand public. C'est pour ça qu'à la chapelle Basse-Mer, par exemple, vous avez la construction du mémorial du génocide de la Vendée, construction qui a commencé il y a 25 ans, construction qui a été l'œuvre de 1500 jeunes, c'est la jeunesse, qui a restauré une chapelle dans laquelle on avait brûlé 80 personnes et qui a reconstruit un mémorial. Ce mémorial, vous pouvez le visiter entre le 1er juillet et le 30 août de chaque année. Alors reste le problème national. Comment bloquer, au nom de la justice et de la vérité, ce mémoricide? Bien entendu, la première solution qui s'imposerait serait la reconnaissance par le Parlement français du génocide de la Vendée. Des députés courageux depuis 4 mandatures
dépose scrupuleusement à chaque début de mandature une proposition de loi toute simple. La République française reconnaît le génocide de la Vendée. Et bien entendu, les présidents refusent le vote, de fait. La deuxième solution serait au moins le retrait des lois, puisque les lois ont été votées, mais jamais elles n'ont été abrogées ou retirées. C'est ce qu'a fait De Gaulle, par exemple, en 1944-1945, pour les mesures retenues par le gouvernement de Vichy. Et là, en l'occurrence, il suffirait de faire la même chose. On retire les lois. Ça veut dire que l'on prend acte que ces lois n'ont jamais existé. Évidemment, faire ce retrait, ça serait une reconnaissance du crime de génocide et d'extermination. Alors, pour le moment, cette situation est bloquée, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut baisser les bras, et au contraire, il faut se battre. Il faut trouver d'autres solutions, et ce, au nom de la justice et de la vérité. Et je rappelle toujours que la Vendée, c'est le premier génocide de notre période contemporaine, et il a été le laboratoire des génocides modernes commis par les Turcs, commis par Lénine, commis par Staline, commis par Hitler, Pol Pot, etc. Et si cette reconnaissance du génocide de la Vendée peut permettre la reconnaissance des autres génocides, eh bien ça, c'est une victoire majeure sur le mémoricide. En marche.